Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à Numedia News. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui concerne Madame Samira de Nice, qui pose une question. Elle dit que mon mari, avec lequel j'ai 2 enfants, a quitté le domicile conjugal il y a 18 mois après m'avoir frappé avec une violence accrue. En plus, il n'a pas payé de pension alimentaire. Pourrais-je déposer une plainte pour non-paiement de pension et pour coups et blessures? Pourrais-je obtenir le divorce dans ce cas? Madame, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, s'il n'avait pas ses coups, dès lors qu'il a quitté le domicile conjugal, je pense que vous avez dû penser à faire une main courante au commissariat pour dire que monsieur est parti de la maison, il a laissé les enfants. Là, la loi prévoit que dès lors que la personne a quitté le domicile ou dès lors qu'il y a une séparation entre les 2 époux durant 2 années, le divorce peut être prononcé. Ceci est prévu par l'article 237 du Code civil et l'article 238 qui prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Alors qu'appelle-t-on ensuite l'article 238? Je vais revenir sur le lien conjugal définitivement altéré. Je continue. L'article 238 prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis 2 ans lors de l'assignation en divorce. C'est-à-dire que il faut, donc ça fait 18 mois, il reste encore, il faut boucler les 24 mois pour pouvoir obtenir le divorce dans le cadre de l'article 237 et 238 du Code civil. C'est-à-dire vous l'obtenez systématiquement. Par contre, dans le cas d'espèce, puisqu'il y a eu une plainte, puisque vous demandez si vous pouvez déposer plainte, vous avez toujours cette possibilité de déposer plainte contre les violences, parce que les violences conjugales sont sévèrement réprimées par la loi française. Donc, les violences conjugales, qui dit violence conjugale, dit infraction pénale. Qui dit infraction pénale, dit condamnation. Ça, c'est systématique. Les juges en France ne pardonnent pas, car dès lors qu'il y a des enfants, en plus, l'agressivité du mari et vice-versa. J'ai eu des cas où l'homme a été agressé par son épouse. Donc ça arrive pour l'un ou pour l'autre. Donc dans le cas d'espèce, c'est Madame Samira qui est actuellement la victime. Donc vous avez cette possibilité de déposer plainte au plan pénal. La plainte, vous pouvez la déposer malgré que les faits se sont déroulés il y a 18 mois. Pourquoi? Parce que la plainte pénale, au plan pénal, la prescription, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Dès que les 3 ans n'ont pas été atteints, vous pouvez toujours déposer plainte pour coups et blessures volontaires, pour violence conjugale en particulier. Violence conjugale. Et si vous obtenez une condamnation sur le plan pénal, si votre mari sera reconnu coupable des faits qu'on lui reproche, à savoir des violences conjugales, il sera systématiquement condamné. Ne craignez rien parce que c'est pas systématiquement l'emprisonnement, mais il peut avoir une peine d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire il aura l'épée de Damoclès sur la tête. Donc il ne peut pas, la prochaine fois, lever la main ou quoi que ce soit sur vous. Donc là, la possibilité est justement de le faire condamner. Et si vous obtenez une condamnation, là, vous pouvez recourir aux dispositions de l'article 242 du Code civil qui dit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. C'est-à-dire que dès lors que la personne devient violente au sein du couple,
la possibilité de maintenir cette union devient difficile. Vous ne pouvez pas rester, demeurer toujours sous la violence. Donc, en conséquence de quoi, vous pouvez recourir à cet article 242 du Code civil pour faire prononcer le divorce au tort exclusif de votre époux pour les violences qu'il a exercées sur votre personne. Donc, cette possibilité n'est pas exclue. Donc, et là, il y a des jurisprudences qui varient parce qu'ils disent que le juge ne peut relever d'office pour prononcer le divorce au tort exclusif de l'un des époux une faute commise par celui-ci envers l'autre. C'est-à-dire que c'est pas au juge de dire « Ah oui, il y a une faute alors que vous ne l'avez pas évoquée ». Donc c'est vous qui pouvez faire la demande. En l'absence de demande reconventionnelle de l'époux défendeur, le divorce ne peut être prononcé au tort exclusif de l'époux demandeur. C'est-à-dire que si, par exemple, votre mari déclenche une procédure de divorce, et vous, de votre côté, vous ne faites rien, vous demandez, parce que s'il demande lui le divorce, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une demande vous aussi. Mais cette demande, on appelle ce qu'on appelle au plan du droit, faire une demande reconventionnelle dans la même procédure. C'est-à-dire que lui, il saisit le juge pour prononcer le divorce certainement à votre tort, vous répliquez en mettant l'accent sur les griefs que vous pouvez invoquer, à savoir les coups et blessures, les violences qu'il a exercées sur votre personne, et démontrer qu'effectivement qu'il s'agit d'un homme violent, et faire ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. C'est-à-dire sur lui, vous faites ce qu'on appelle des conclusions en défense et reconventionnelle, c'est-à-dire dans la même demande, dans vos conclusions, vous allez conclure pour rejeter les griefs invoqués à votre encontre en disant que sûrement il va trouver des excuses pour dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, et en conséquence de quoi je demande le divorce à votre tort. Vous répliquez en trouvant des preuves, en évoquant des preuves pour dire que ce qu'il dit, ou il n'apporte pas la preuve, ou bien vous pouvez les contredire par des attestations de témoignages, des témoignages des voisins, de la famille, des gens qui vous connaissent, pour pouvoir vous défendre, et ensuite vous répliquerez en faisant ce qu'on appelle, dans des mêmes conclusions, vous faites ce qu'on appelle une demande reconventionnelle, c'est-à-dire vous allez vous retourner contre lui pour demander à ce que le divorce soit prononcé à ses torts, en mettant en exergue les faits qui lui sont reprochés, à savoir les violences conjugales. Et donc, c'est la raison pour laquelle la jurisprudence précise qu'en l'absence de demande reconventionnelle de l'époux défendeur, le divorce ne peut être prononcé au tort exclusif de l'époux demandeur. Et donc, pour l'hypothèse du prononcé du divorce au tort partagé, donc il y a des fois où le juge peut estimer qu'effectivement vous êtes fautif et il est fautif, il peut rendre justement un divorce au tort partagé, ce que vous avez tort et il a tort, il ne donne raison à personne. Donc c'est la raison pour laquelle la jurisprudence l'évoque en disant que pour l'hypothèse du prononcé du divorce au tort partagé. Pour le cas où les torts d'un époux peuvent être excusés par le comportement de l'autre, les juges de fond ne peuvent rejeter la demande reconventionnelle en divorce d'un époux en se bornant à relever qu'il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses accusations sans préciser les griefs qui étaient écartés. Donc ça c'est important en ce qui concerne l'article 242 du Code civil qui dit de l'article 242, c'est-à-dire le prononcé de divorce au tort exclusif de l'un ou de l'autre époux. Je continue dans ce qui concerne les jurisprudences qu'on peut évoquer. Il y a d'autres jurisprudences, par exemple, prononcer le divorce, les violations que chacun des époux reproche à l'autre n'étant pas imputables à l'un ou à l'autre et ne rendent pas intolérable le maintien de la vie commune, mais correspondant au contraire à une organisation conjugale mutuellement consentie.
Donc, rejet de la demande en divorce, des faits reprochés de l'épouse ne s'explique pas par son état mental. Et là, en ce qui concerne l'état mental de la personne, parce qu'il se peut que l'un des deux personnes ne jouit pas de toutes ses capacités mentales avec le temps. Ça arrive parfois que la personne ne pourrait jouir de ses capacités mentales. Là aussi, il y a une jurisprudence qui dit que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond énonce que le comportement d'un époux trouve son explication dans l'état mental de celui-ci et ne peut lui être imputable à faute. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut jouer sur le fait qu'on ne peut pas lui imputer une faute parce qu'il ne jouit pas de toutes ses capacités mentales. Et là, le divorce ne pourrait pas être prononcé à cet ordre. Sur la gravité des faits, attention parce que en ce qui concerne l'article 242 du Code civil, c'est-à-dire lorsque on demande un divorce fondé sur la faute, sur les torts exclusifs de l'un ou l'autre époux, ce qui est important, c'est que le juge va rechercher si les faits qu'on évoque sont des faits qui sont arrivés une fois parce qu'un couple marié depuis 5-6 ans, et ça arrive une fois que le mari, je sais pas, il y a une dispute ou quelque chose comme ça, il se dispute, et puis hop, l'épouse dit « Ah, ça y est, je vais demander le divorce ». C'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que la jurisprudence a été claire. A été claire parce que il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations. C'est ça qui rend intolérable le maintien de la vie commune. C'est-à-dire, il faut prouver qu'il y a une gravité. Et cette gravité, comment elle peut être? Elle peut s'analyser par le fait qu'elle est répétitive dans le temps. C'est-à-dire qu'ils disent ici, gravité ou répétition des faits invoqués. Les juges du fond ne peuvent exiger que les faits invoqués comme cause de divorce présente à la fois le caractère de gravité et celui de répétition, alors que les 10 caractères sont au terme de la loi alternative. Effectivement, il faudrait que les faits soient répétés, c'est-à-dire que on dit la répétitivité dans le temps des faits, c'est-à-dire que les violences, il faut qu'ils l'exercent aujourd'hui, une semaine après, et ça se répète. Ça se répète, ce qu'on appelle la répétitivité dans le temps, et puis la gravité. Il faut que ça soit grave, parce que se disputer avec son époux ou son épouse, dire je suis pas d'accord avec telle chose ou telle chose, et puis je commence à gueuler, ceci n'est pas de nature à constituer une violation grave et renouvelée, parce que ce qui est important, c'est que l'article 242, il précise qu'il faut que l'infraction soit, c'est-à-dire que pour démontrer, l'article est clair, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constituent d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. C'est-à-dire, il faut démontrer que ces faits ont été renouvelés, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois, les violences ont été exercées. Donc, on parle aussi de double condition de recherche nécessaire. Les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués remplissent la double condition imposée à l'article 242, qui exige que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune, c'est-à-dire que l'intensité et la gravité des faits vont rendre impossible de pouvoir mener une vie ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle les juges exigent cette condition, parce que il faut la prouver. Il faut pas venir comme ça dire voilà je veux demander le divorce parce que je m'entends plus avec mon mari. Là il y a ce qu'on appelle le consentement mutuel, parce que faut pas oublier que on a toujours cette possibilité de demander le divorce par consentement mutuel. S'il n'y a pas d'entente, il y a ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire les deux époux c'est eux qui préparent eux-mêmes le jugement, puisque l'avocat, c'est-à-dire l'avocat, avec justement l'approbation des deux parties, ils peuvent convenir d'une convention, il y aura ce qu'on appelle la requête introductive d'instance, et en même temps la convention définitive, qui doivent la signer les deux parties et peuvent se présenter devant le juge pour faire constater leur désir de mettre fin à cette relation conjugale, en disant que
ça tient plus debout, on ne s'entend plus, et donc on décide de prononcer le divorce, c'est-à-dire par consentement mutuel. Et là, le juge n'a pas besoin de savoir, et n'a pas le droit de poser des questions en disant pourquoi vous voulez divorcer et pourquoi vous ne voulez pas divorcer. Voilà. Donc, il n'a pas le droit de dire ça pour la simple raison que dès lors qu'il y a une requête conjointe, il doit constater l'accord des deux parties, il doit confirmer avec chaque partie, appeler la personne, recevoir un par un, s'assurer que l'intéressé a vraiment décidé que le divorce soit prononcé. Il appelle encore la deuxième partie, il doit encore s'assurer avec la deuxième partie. Ensuite, il reçoit les deux parties en présence de leur avocat, et là, il pourra prononcer. Aujourd'hui, donc avant, c'était toute une procédure un petit peu longue en ce qui concerne la procédure de divorce par consentement mutuel. Maintenant, elle a été simplifiée. Dès lors qu'on passe devant le juge, il prononce le divorce, et à compter du jour où vous présentez devant le juge, le divorce sera prononcé définitivement. Et donc après avoir requis bien évidemment le consentement des deux parties, c'est-à-dire après avoir reçu des deux personnes un par un, et puis tous ensemble pour pouvoir prononcer le divorce. Cela, on revient à ce qu'on appelle le consentement mutuel. Mais quand on revient justement à votre demande à vous, Madame Samira de Nice, donc, vous avez la possibilité d'évoquer les violences conjugales dont vous avez été victime. Donc, vous pouvez déposer plainte, et la plainte elle doit être prise en considération. Et vous avez encore la possibilité, votre mari ayant quitté le domicile, et il peut être condamné justement. Il peut être condamné, c'est-à-dire que le divorce peut être prononcé à ses torts. Enfin, en ce qui concerne la pension, le non-paiement de la pension alimentaire, je tiens à vous dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à quelqu'un de payer une pension alimentaire. Ça va de son principe, il doit la payer parce que c'est ses enfants, il doit subvenir aux besoins de ses enfants, de son épouse. Parce que le mariage oblige l'un et l'autre époux de subvenir aux besoins. Donc, s'il y a mariage, il y a obligation des deux parties, et ainsi que pour les enfants. Là, c'est une obligation. Mais vous ne pouvez pas le condamner pour la simple raison parce qu'il n'a pas payé de pension alimentaire. Il faut que vous ayez une décision. C'est lorsque vous allez intenter une action en divorce, vous allez passer la première phase, vous allez être convoqué, et puis on va vous entendre, vous. Ensuite, on entendra, si vous êtes demanderesse, ensuite on entendra les défendeurs, c'est-à-dire votre époux, et ensuite le juge va parler en ce qui concerne vos revenus, les revenus de votre époux, les crédits que vous avez, les dépenses que vous avez, et il va apprécier, suivant vos revenus, suivant vos dépenses, pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle les mesures provisoires, en vous autorisant à assigner votre époux devant lui pour que le divorce soit prononcé. Il vous autorise à l'assigner en divorce, et en même temps, il prendra ce qu'on appelle les mesures provisoires, à savoir, il va prendre des mesures pour dire que l'un ou l'autre va conserver la jouissance du domicile conjugal, provisoirement. Ensuite, il va prendre des mesures en ce qui concerne les enfants, qui va la garder, et enfin, il va prononcer une pension en ce qui concerne une pension c'est-à-dire la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Donc ça, c'est obligé, il va le condamner à payer une pension. C'est à partir de là que vous pouvez justement voir et dire qu'il n'a pas payé de pension, parce que s'il ne paye pas de pension au mépris d'une décision prise par le juge, là, ça constitue une infraction, et vous pouvez effectivement le faire condamner pour non-paiement de pension alimentaire, qui est une infraction pénale, qui est une infraction qui est reprimée par le code pénal. Donc, mais pour l'instant, dès lors que vous n'avez ni jugement, ni décision, une ordonnance de non-conciliation, vous ne pouvez pas dire que, vous prévaloir de cette main courante que vous avez fait, que vous pouvez faire justement au niveau du commissariat, pour dire, voilà, je demande à ce que le tribunal condamne mon mari parce qu'il n'a pas payé de pension à ses enfants, il a oublié ses enfants. Vous ne pouvez pas, parce qu'il faut avoir une décision. C'est la décision, c'est lorsqu'il y a une décision qui a été rendue et que l'intéressé ne peut pas payer, il faut que l'intention volontaire ne veut pas payer de pension
alimentaire pour ses enfants qui est prévu par un jugement, parce que le juge a dû sûrement apprécier la situation financière de monsieur pour pouvoir le condamner à payer une pension qui peut mesurer justement est-ce qu'il est capable de payer cette pension ou non, est-ce qu'il est capable de subvenir aux besoins de ses enfants, et c'est là qu'il détermine la somme qu'il impose justement au mari de payer à ses enfants pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je reviens vers vous après une petite pause publicitaire. À tout de suite. En effet, donc, je reviens aujourd'hui donc, pour la suite de la question posée par Samira de Nice. Donc je reviens donc justement à cette question en ce qui concerne le fait, l'abandon de famille, comme on appelle l'abandon de famille. Donc je rappelle que le fait de ne pas payer de pension quand une décision est rendue, parce que l'article 237.3 est bien précis. Il dit que le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel et adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou de conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre 5, 6, 7 et 8 du livre 1er du Code civil, en demeure plus de 2 mois sans acquitter intégralement de cette obligation est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilables à des abandons de famille pour l'application du troisième alinéa de l'article 373 du Code civil. Donc, je précise que il faudrait que d'abord, obtenir une décision judiciaire, parce que vous ne pouvez pas dire oui, mon mari est parti, il ne paye pas de pension, je veux déposer plainte contre lui. Ça, le fait d'abandonner sa famille, oui, ça constitue une infraction, vous pouvez déposer plainte, mais je n'ai pas vu des cas pour lesquels le tribunal a décidé justement de condamner une personne par le fait qu'il a abandonné la famille sans qu'il y ait une décision. Il a abandonné la famille, vous pouvez faire une main courante et avec ça, produire justement saisir le juge, obtenir une ONC, c'est-à-dire l'ordonnance de non-conciliation, parce que c'est la phase initiale qui est obligatoire. Le juge prend des mesures provisoires, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, et au mépris de cette situation, et encore une fois, encore faut-il, parce que ça m'est arrivé, où une personne que j'ai défendue, parce qu'il était défendeur, il était un client, c'était défendeur dans le cas d'espèce, pour lequel il était condamné, l'adversaire n'a pas pu prouver qu'effectivement avait signifié la décision. Dès lors que la décision n'a pas été signifiée, j'explique la signification, il faudrait que la décision qui a été rendue par le juge, il faut qu'elle soit signifiée, c'est-à-dire il faut qu'un huissier de justice porte à la connaissance de l'adversaire la décision qui a été rendue par le juge et attendre les délais d'appel. Parce que s'il n'y a pas d'un procès-verbal de huissier, ce que j'ai exigé et c'est la raison pour laquelle je l'ai relaxé, on ne pouvait pas évoquer la poursuite pénale pour quelqu'un, un jugement qui n'est pas censé l'avoir reçu. Même s'il était, il avait assisté à l'audience, c'est-à-dire à la conciliation, une décision a été rendue, n'ayant pas été portée à sa connaissance, donc il ne sait pas qu'il faut payer cette pension. Donc encore faut-il que la décision soit notifiée, c'est-à-dire signifiée plutôt, pas notifiée. Notification et la signification, c'est différent. Signifiée, c'est-à-dire par voie d'huissier. C'est l'huissier qui porte à la connaissance de l'adversaire la décision, l'ordonnance de la conciliation, rendue par le juge aux affaires familiales. Et à partir de là, si on constate que la personne concernée n'a pas payé de pension pendant 2 mois consécutifs, ceci constitue l'infraction qui est prévue par l'article 237.3 du Code pénal. Il est susceptible d'être condamné pour non-paiement de pension, c'est-à-dire l'abandon de famille. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas d'écrire justement à l'adresse mail qui figure justement
sur l'écran. Donc n'hésitez pas à écrire. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Des questions, quelle que soit la nature de la question, qui soit d'ordre pénal, civil ou droit des étrangers. N'hésitez pas, c'est global. Même du droit algérien, du code de la famille, la loi 84-11 du 9 juin 84 qui a été modifiée en 2005. N'hésitez pas à déposer des questions, même sur le domaine de droit algérien. Je reste à votre disposition et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Encore une fois, bienvenue à Numédia. Au revoir et bonne soirée.